Bienvenue dans Partage de coach, le podcast propulsé par Asilience Coaching. Je suis Charline et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace unique où chaque rencontre est une source d'inspiration et de transformation. Ici, vous allez découvrir bien plus que des interviews. Des parcours marqués par la résilience, des histoires authentiques et des clés concrètes pour avancer avec plus de clarté et d'impact dans votre mission. Que vous soyez coach, accompagnant ou simplement en quête de sens, ce podcast est là pour vous aider à grandir, vous inspirer et incarner votre rôle de leader du changement. Installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits et laissez-vous inspirer. Hello Bernadette, comment ça va? Salut, bah, ça va très bien. Dans Ok, top. dans cette rentrée, bah, je serais bien restée en vacances à mon rythme. C'était tellement bien, les vacances. Bah oui, tu m'étonnes. En tout cas, on est ravis de t'accueillir sur Partage de coach. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour qu'on puisse te connaître un peu plus? Oui. Alors, je m'appelle Bernadette Planès, moi je suis du sud de la France, près de Perpignan. Je suis, musicienne et chanteuse de formation, donc j'ai été formée en technique vocale et depuis 2019, j'accompagne, des personnes à être mieux dans leur voix, parce que j'ai développé une méthode de développement personnel par la voix. Donc je me suis orientée, je suis passée du coaching vocal, traditionnel, on va dire, un peu l'apprentissage de chansons, un peu de technique vocale, à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc qui va toucher, nos freins, notre potentiel. Bon, de toute façon, on va avoir, l'occasion d'en parler tout Mhm. tout le long de cette interview. Je ne vais pas tout révéler tout de suite, mais voilà, pour me présenter, brièvement, c'est ça. Ok, trop bien. Et si tu devais te décrire en une phrase, ça serait laquelle? J'aime emmener les gens vers, leur authenticité, réveiller la joie qui se trouve en eux. Hmm. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire, c'est-à-dire depuis que tu es toute petite jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on puisse en savoir davantage sur toi, que ça soit professionnellement, personnellement? Mmh. Ouais. Bah, j'ai toujours aimé chanter, j'ai commencé à chanter très tôt parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où la musique était présente tous les jours. Alors mes parents ne sont pas musiciens professionnels, hein, ils sont musiciens amateurs. Mon père, c'est un peu comme un troubadour, hein, il aime bien jouer plein d'instruments différents, composer, écrire des chansons et donc j'ai baigné dans cette ambiance-là, hein, alors que mes parents sont agriculteurs, hein, de métier, hein, ça a rien à voir. Et je faisais des spectacles avec eux aussi, tous les hivers, ils nous embarquaient, mon frère et moi, à faire des spectacles. On était un groupe, je sais plus combien il y avait, au moins une trentaine, quarantaine de personnes, donc beaucoup d'enfants et on faisait des crèches, les crèches vivantes, la crèche vivante en catalan. Donc voilà, ça c'est une tradition qui est, du côté de en Catalogne, hein, autant du sud que du nord et voilà, donc ça m'a permis d'être très tôt dans le chant et dans le spectacle aussi, la représentation. Voilà, ça on va dire, ça a été un petit peu le point de départ. Alors ensuite, ensuite, j'ai fait des études de musique. J'ai commencé à étudier le piano, le solfège, donc ça c'était quand j'étais, au collège. Quand j'étais au lycée, j'ai fait, option musique, donc j'avais, 11 heures de musique par semaine, chorale, c'était enfin super, avec un prof qui était passionné, donc et à la fac, j'ai fait des études de musicologie et le conservatoire aussi. Voilà, en chant choral, en composition et informatique musicale et puis solfège aussi. Voilà, donc un bagage musical quand même assez important. Voilà, donc ça, c'est le côté, formation. Je sais pas si tu as des questions, par rapport à ça? Par rapport, bah, justement, quelles ont été tes difficultés que tu as dû dépasser? Alors ça m'a mis, plusieurs décennies à dépasser, les blocages que j'avais dans les aigus et en chorale, autant, à partir du lycée qu'à la fac, et au conservatoire aussi, je me mettais toujours dans les voix les plus graves. Les voix les altos, parce que je voulais pas aller dans les aigus. Je me sentais mais mal à l'aise, ça me bloquait là, je me sentais pas capable de faire des sons aigus et c'est ça en fait qui a fait que j'ai commencé à me poser des questions. Me dire: «Mais pourquoi ça bloque comme ça dans les aigus en fait, je suis équipée pour aller dans les aigus, c'est pas non plus une montagne, hein, c'est pas de l'opéra que je dois chanter». Voilà, c'est pas super aigu non plus et ça a été voilà le point de départ vers, mon questionnement.
Parce que de toute façon, enfin, déjà dans mes études, il y avait cette attention au son qui était omniprésente. Faire attention, écouter le son, comment c'est joué, avec quel instrument. Donc ça, le fait que j'étais chanteuse, bah, je faisais super attention aux voix, autant aux voix parlées qu'aux voix chantées. Donc il y avait ce truc-là. Et donc me poser des questions aussi par rapport à ma propre voix. Voilà, donc le fait de bloquer dans les aigus, et c'est une question à laquelle j'ai réussi à répondre plusieurs années après, de dire, ouais, ben, les aigus, en fait, ça me renvoie à l'enfance, hein. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon enfance qui est souffrant? Mais il y a plusieurs choses, en fait, hein. Euh, les injonctions de la petite fille qui doit être gentille, euh, voilà, qui doit pas se mettre en colère. Donc ça joue bah, sur la puissance vocale, par exemple. Sur, bah, il y a plein de choses, encore j'ai pas fini de travailler dessus, hein, mais j'avance bien. Donc voilà, cette conscience de les aigus, ben, c'est difficile, c'est souffrant, c'est bloqué, parce que ça me renvoie à des périodes de mon enfance qui étaient pas super sympas, quoi. Et pour qu'on comprenne mieux, c'est quoi le lien que tu fais justement entre les blocages de l'enfance et ta difficulté à aller vers l'aigu? Juste pour qu'on comprenne bien, parce que je trouve ça super intéressant de comprendre. Ben, en fait, simplement, quand on écoute la voix des enfants, ils ont des voix aiguës, parce que leurs cordes vocales sont courtes et fines. En fait, la voix de l'enfant, on va dire un peu, c'est comme un violon, même si, même si la voix, c'est un instrument à vent, hein, c'est pas un instrument à cordes, on parle de cordes vocales, mais c'est un instrument qui fonctionne avec l'air. Mais voilà, si je fais le parallèle, on va dire, voilà, le violon, c'est l'enfance, le violoncelle, c'est l'adolescence, donc le médium, et la basse, c'est l'adulte, voilà, les graves. Donc autant dans la mémoire du corps, même si je me mets à parler comme ça, avec une petite voix d'enfant, il y a des gens qui ne supportent pas en fait les voix aiguës, les voix des enfants, parce que ça leur envoie. Alors ça peut être conscient ou inconscient, mais ça, ça les renvoie à leur enfance. Et s'ils ont eu une enfance souffrante, c'est insupportable pour eux. Voilà. Bah, je Mm. sais pas si c'est clair, mais voilà, le fait de faire vibrer sa voix dans les aigus, on va se retrouver, donc consciemment ou inconsciemment, euh, dans la période de l'enfance. Mm. Bon, la plupart du temps, c'est inconscient. Moi, je travaille justement à mettre de la conscience, à chanter en conscience pour aller explorer les différentes parties de notre histoire. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as fait justement pour travailler en développement personnel pour améliorer ta voix? Bah, sur différents plans, au niveau psychologique. Donc, il y a tout un temps, j'ai fait pendant 6 mois suivis au moins des séances de EMDR. J'ai travaillé aussi, au niveau corporel, donc du yoga notamment, pour aller dénouer les tensions. J'ai participé à différents stages. Alors ça c'était un autre déclic aussi il y a 10 ans. J'ai découvert la méthode souffle-voix. Donc ça a été développé par Serge Wilfard, où, dans les stages, en fait, on va aller explorer tout le spectre vocal, donc c'est-à-dire au maximum des graves, au maximum des aigus. Il y a aussi des postures, en fait, pour débloquer des choses, et donc j'avais trouvé ça super fort, en fait. Je voyais, waouh, le pouvoir de la voix, c'était incroyable. Par contre, moi, ce qui me dérangeait dans cette méthode, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'accompagnement au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui libéraient des choses, qui se mettaient à exploser en larmes, en colère, et en fait, la personne qui était là, en fait, l'art thérapeute qui s'occupait de ça, bah, il n'était pas du tout là pour expliquer, pour accompagner. Donc pour moi, c'était un déclic pour dire: «Waouh, c'est puissant, j'ai envie d'aller plus loin, dans la voix, même d'accompagner les gens, mais pas comme ça». Mm. Et du coup, tu fais comment toi par rapport à ça? Moi, je suis vraiment à l'écoute, des émotions, de ce qui se passe, par rapport au son de la voix. Donc la première fois qu'il y a une personne qui vient me voir, donc c'est pour un bilan vocal, je vais voir comment elle respire, je vais écouter sa voix parler, savoir si sa voix parlée, elle est accordée ou pas. Donc ça, je vais pouvoir t'en reparler un petit peu plus tard. On va aller dans l'ordre. Et dans la voix chantée, je fais ce que j'appelle le scanner vocal. Mhm. Donc je fais monter demi-ton par demi-ton et j'écoute ce qu'il y a dans la voix. Donc c'est-à-dire que chaque émotion, en fait, elle va changer le son de la voix de manière différente. Mm. Simplement, en fait, si tu penses à toi, par exemple, quand tu es triste, elle est comment ta voix? Si tu es Ouais, triste, tu as envie de pleurer, pas tremblante.
un peu douce, enfin doucement quoi. Ouais, voilà, on n'arrive pas à parler très fort. Souvent, c'est coincé, on a la gorge qui se serre. C'est quand on a envie de pleurer qu'on pleure pas, tu vois? Il y a ce truc-là. Donc ça limite le son, la tristesse, ouais, et même des fois, elle bloque le son de la voix. La peur, ça va plutôt faire trembler la voix et la colère, c'est un peu le rugissement. Tu un truc comme ça là, un truc, donc c'est marrant. Enfin, moi, je me base sur les émotions fondamentales. Donc il y a ça qui sort et donc c'est le lien entre la voix et les émotions. Donc c'est pas juste, voilà, je vais pousser les gens, «Allez-y, libérez vos voix et puis voilà, au revoir». Non, je mets le doigt sur, tiens, là, mon point de repère aussi, c'est la puberté pour savoir à quel âge, quel âge ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Donc je suis capable de dire: «Ben voilà, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse», par exemple à 10 ans ou à 6 ans ou à 3 ans ou à 20 ans. Voilà. Mmh. Et on va travailler là-dessus de façon ciblée, avec beaucoup de bienveillance, en suivant, les personnes, ce qu'elles sont capables de lâcher ou pas, quoi. Voilà, tout Mmh. doucement. Parce que c'est super puissant le travail sur la voix. On est sur un chakra, donc sur un centre énergétique. Voilà. Mmh. Mmh. Et du coup, ça veut dire que par rapport à ce que tu fais, par rapport à la voix, c'est ce qui permet, justement de pouvoir performer? Ou est-ce que quelqu'un de lambda a un besoin de travailler justement sur sa voix? Moi, j'ai des personnes alors, étonnamment, j'ai des personnes même souvent qui viennent pas là, pour parler en public ou pour chanter, en fait, hein. C'est pas ça leur 1re chose. Elles ont été, elles ont été, en fait, intriguées et appelées par ce lien entre les émotions et la voix. C'est des personnes qui ont conscience que leurs émotions ont un impact sur leur voix, sur leur capacité à communiquer avec les autres, leur capacité à dire, à exprimer leurs besoins, à exprimer qui elles sont, à poser leurs limites. La majorité, c'est plutôt ça. J'ai pas mal de thérapeutes qui viennent me voir aussi. Et ensuite, ça peut les amener, oui, j'ai eu des personnes, qui venaient, qui me disaient: «Ouais, j'aimerais bien chanter, mais j'ose pas» ou «J'aime pas ma voix parler» et qui après, suite à mon accompagnement, ben, ont réussi à se lancer en fait, voilà, j'ai une prof de yoga qui est venue et maintenant elle fait des ateliers, mantra alors qu'elle osait pas. Mmh. Voilà, par exemple. Mais c'est pas, moi, c'est pas mon point de départ. C'est pas: «Venez me voir et puis vous allez pouvoir, parler en public, devant 200 personnes ou faire des concerts à l'opéra ou à l'Olympia». Non, c'est pas du tout ça. C'est Mmh. vraiment revenir à votre voix authentique et pouvoir, utiliser tous les pouvoirs de la voix. Mmh. Et justement, si on revient toi par rapport à ton propre parcours, qu'est-ce que tu as réussi à transformer concrètement, si tu as un exemple, pour justement, être plus à l'aise avec ta voix? Ben, d'oser dire, les choses, donc oser exprimer ce que je ressens, mes besoins, donc ça, j'ai travaillé là-dessus. Être à l'écoute aussi de ma voix, il y avait des moments où ma voix parlait. Moi, c'était enfin, autant, ouais, autant dans le grave et dans l'aigu, des fois, selon les personnes avec qui j'étais, je m'écoutais, je me disais: «Tiens, ma voix, pourquoi elle part un peu dans les aigus, là, maintenant? Et pourquoi avec cette personne, je parle un peu plus grave comme ça?» Voilà. Donc ça aussi, ça a été, de m'observer et de dire: «Tiens, il y a un truc qui est pas fluide là, je parle pas avec ma voix naturelle. Pourquoi?» Mmh. Donc ça, c'est un autre chapitre aussi par rapport à la voix parlée. Heu, Oui. j'ai compris que lorsque je parlais plus grave, en fait, c'était un peu pour me protéger, pour dire: «Ouais, moi je suis forte, j'assure, toi tu vas pas m'emmerder, tu vois? Voilà, moi tout va bien». Et à l'inverse, quand je parlais un petit peu plus aigu, c'était, «Ouais, je suis toute douce, gentille, je suis comme une petite fille, voilà, j'ai pas trop envie de grandir, j'ai besoin que tu sois là, que tu me soutiennes, que tu m'aides». Mmh. Voilà. Ouais, moi je trouve que c'est En gros. intéressant parce que tu as dit du coup quelque part ma voix parle et du coup qu'est-ce que dans ma voix, dans la tonalité que je prends et le ton que je prends, qu'est-ce que ça dit de moi quelque part? Heu et beaucoup de gens n'ont pas en conscience quelque part, le ton qu'on prend, on s'en rend absolument pas compte. Mmh. Et du coup le fait d'en prendre conscience, ça apporte quoi? Enfin ça t'a apporté quoi? Ça m'a apporté de revenir à ma voix parlée naturelle et quand on revient à sa voix parlée naturelle, déjà on a une communication qui est fluide avec les autres.
Mmh. Parce qu'on va pas essayer, de mettre un masque, de sembler quelqu'un d'autre. Non, on est soi-même. Donc ça, c'est fondamental. Je vais dire, moi, je pense aux assistantes maternelles ou les aux personnes qui travaillent aussi avec des enfants, bah, les instituts qui travaillent en maternelle, qui par mimétisme un peu, des fois, ont tendance à parler plus aigu. Bah, ça les dessert. Bon, déjà, ça fatigue la voix, hein, puisque on n'est pas on est désaccordés et instinctivement, la personne qui est en face, capte qu'il y a quelque chose qui est pas authentique, en fait. Mmh. Voilà. Donc un adulte, qui va parler aigu avec un enfant, ben il va pas vraiment être pris sur le sérieux, en fait, au sérieux. Ouais, et par exemple, là, pour les parents, qui des fois, pour, dire une réflexion à leur enfant, prennent une voix toute douce, qu'est-ce que ça démontre? Alors ça dépend ce qu'on entend par voix toute douce. Si c'est parler avec bienveillance, c'est OK, hein, il y a pas de souci. Si c'est, alors, quand tu dis voix toute douce, est-ce que c'est je change la tonalité de ma voix parlée, c'est-à-dire je parle plus aigu ou plus grave, c'est ça que tu entends? Oui, c'est ça, par exemple, on parle normal et puis d'un seul coup, l'enfant, il fait une bêtise ou quoi et que pour le disputer, je change de ton et je deviens plus douce, plus, mielleuse. Ça veut dire quoi, en fait, quelque part de nous? Alors il a fait une bêtise et au lieu de le gronder, on lui parle avec une voix mielleuse, Ouais, c'est-à-dire qu'on le dispute, mais avec une voix qui est pas en adéquation avec, ce avec qu'on ce qui dit, s'est quoi. passé vraiment. Ben, c'est qu'on n'ose pas, en fait, on n'ose pas rentrer en confrontation. Moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, hein. Moi, la confrontation, moi, c'était plutôt, non, on va arrondir les angles, on va faire plaisir à tout le monde. Oui, alors donc cette voix mielleuse, même mon frère, je me rappelle mon grand frère, il me disait: «Ouais, tu mielleuse». Mais il avait raison, il avait raison, parce que j'ai passé du temps avec ça. Et ouais, ben, voilà, on n'est pas c'est parce qu'on n'a pas envie d'aller dans la confrontation, parce que peut-être, ben, on a eu une enfance où on avait des parents qui étaient, assez sévères. Bon, puis après, il y a toute une époque, on va dire, où c'était normal de traiter les enfants, en fait, de les taper ou tout ça. Donc quand on devient adulte, qu'on a des enfants, on n'a pas envie de faire pareil, quoi. Donc le côté mielleux, je pense qu'il est ouais, ça peut être inconscient plus que du côté conscient, Mmh. enfin, je sais pas si j'ai répondu à ta Si, question? si, je trouve que c'est intéressant parce que quelque part, le ton de la voix et la manière dont on se comporte et tout ce système, quelque part, ça dénote, en fait, de notre propre histoire profonde, de ce qu'on a vécu et de comment on le t retranscrit sur le monde, selon si on en a travaillé dessus ou pas, en fait. Oui, ouais. Moi, c'est en fait, on va dire ma citation que j'ai, en fait, c'est ma propre citation, c'est: «La voix est l'expression profonde de notre être». Mmh. Donc c'est vraiment, ça a vraiment un sens parce que la voix, en fait, elle ment pas. Tu as quelqu'un au téléphone que tu connais pas, bah, tu vas capter plein de trucs déjà, Mmh. hein. Qu'est-ce que bah, tu peux me dire, toi, par exemple, qu'est-ce que voilà, tu as quelqu'un au téléphone que tu ne connais pas, pour, on va dire pas du démarchage commercial parce que tu as pas trop envie d'écouter, tu as juste envie d'accrocher. Mais, je sais pas, un voilà, un client, une cliente, qu'est-ce que tu captes dans sa voix? Bah, plein de choses si on met l'attention dessus. Mmh. Parce que toi, du coup, tu te centres là-dessus, il y a beaucoup, je pense, qui normalisent, banalisent ou ne prêtent même pas attention quelque part. Vu qu'on est tous centrés sur nous, heu, c'est vrai que du coup de pouvoir observer ça, ça peut permettre aussi, bah, de mieux comprendre l'autre, si on s'ouvre à cette compréhension en fait quelque part. Oui. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, un moment clé ou une rencontre, qui a mis un tournant, dans ta vie, ou dans ta carrière? Alors un tournant, mais ça a pris du temps. Comme je disais, la participation à ce stage à Soufflevoix il y a 10 ans. Donc là, oui, ça a confirmé ce que j'avais déjà repéré il y a un moment en écoutant la voix des gens, que la voix, c'est au-delà d'un simple outil de communication. C'est tellement, profond et quand j'ai commencé mon activité indépendante, donc là, ça remonte à, donc après la naissance de mon fils, ouais, on est il y a 8 ans à peu près. Donc j'avais commencé moi par du coaching vocal, traditionnel, on va dire, hein, à apprendre des chansons, travailler sur de la technique vocale et j'étais face à des personnes, en fait, qui avaient des problématiques et même avec la technique vocale, en fait, ça bloquait.
Et quand je les écoutais parler de leur vie, je me disais: «Ah ouais». Bah, il y en avait une en fait qui venait et elle, elle n'arrivait pas à chanter fort Mmh. et en fait, j'ai compris qu'elle n'arrivait pas à chanter fort parce qu'elle n'arrivait pas à dire non. Ce truc-là de se positionner, de dire non, enfin voilà, la confrontation, voilà ce que j'ai vécu aussi, je sais, hein. C'est pour ça aussi que je le capte. Donc pas réussir à dire non et donc pourquoi on n'arrive pas à dire non? Parce que le voyant de la colère, en fait, il a été débranché. Mmh. Surtout chez les femmes d'une certaine génération, nées au XXe siècle, dont j'en fais partie. On va dire que les générations d'après, ça commence à aller mieux, mais on va dire que chez les femmes, non, mais la colère, mais non, tu vas pas te mettre en co enfin la colère, c'est pour les hommes, en fait. Toi, tu es une femme, tu dois rester douce, Mmh. donc elle arrivait pas à chanter fort parce qu'il y avait cette problématique-là. Mmh. Et j'ai une question aussi, toi, du coup, avant de te rendre compte de tout ça, sur la voix et sur tout ce que tu as pris conscience, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant? Beh, que ce que révèle la voix, c'est ce qu'elle a la capacité de guérir et de transformer. Mmh, tu peux nous expliquer? C'est-à-dire que, si tu es sans voix, non, l'aphonie, c'est parce qu'il y a quelque chose, hein, tu te sens pas écouté, tu parles, on t'écoute pas, donc la voix, elle s'éteint. Donc le fait de prendre conscience de ça, bah, ça peut permettre de transformer ses rapports avec les autres. Donc ça, je te donne l'exemple de l'aphonie. Si dans ma voix, j'entends qu'il y a un truc comme ça, une espèce de voile de beh, ça veut dire qu'il y a de la colère que j'exprime pas. Mmh. Donc le fait de l'entendre, dire: «Ah ouais, OK, il y a de la colère que j'exprime pas, donc j'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin de poser mes limites, j'ai besoin de faire changer une situation». Ouais, voilà, je me suis retrouvée dans le passé dans des situations, si j'avais été vraiment à l'écoute de ma voix, je pense que j'aurais pu les transformer, plus tôt. Mmh. Et qu'est-ce que justement ça t'a apporté dans ta vie de prendre conscience justement de la puissance de la voix et ce qu'on peut traduire d'elle? Bah, de libérer des émotions, déjà, ça c'est super fort pour, libérer des émotions du présent, du passé, hein, puisque dans la voix chantée, on a accès à toute, notre histoire. Donc ça m'a apporté ça et puis, plus d'authenticité dans ma communication avec les gens qui m'entourent, donc dans ma famille, autant, les personnes que je connais pas. Mmh. Voilà, moi j'ai vraiment envie d'être, authentique et je pense que le monde se porterait mieux si on arrêtait de mettre des masques, hein. En fait, on s'autorisait à dire: «Ben voilà, là, aujourd'hui, je suis fatiguée, aujourd'hui, je suis stressée, aujourd'hui, je suis triste, je suis en colère», voilà, non, c'est pas aujourd'hui tout va bien, Mmh. Enfin si, ça peut être, mais il y a plein de fois où c'est pas le cas. Mmh. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé toi à prendre, cette voix? Bah, de sentir que ça me faisait du bien et puis de voir petit à petit, plus je découvrais, des choses et plus je les partageais autant aux personnes que je connaissais qu'aux personnes que j'accompagnais pour du coaching vocal, beh, je voyais la transformation que ça avait chez les gens, quoi. Les gens qui osaient, exprimer leurs besoins, exprimer, comment ils se sentaient. Ah, c'est une contribution vers des relations plus harmonieuses entre les gens. Mmh. C'est énorme. C'est avec soi-même déjà, ça part de là et puis avec les autres. Et est-ce qu'il y a un événement ou une prise de conscience qui t'a particulièrement marqué et qui t'a orienté vers ce que tu fais aujourd'hui? Il y a autre chose, oui, c'est que moi j'ai vécu, une relation toxique pendant 10 ans où, où je m'exprimais très peu. Le peu que je m'exprimais, bah, tout de suite, j'étais remballée. J'étais avec quelqu'un, qui avait un profil un peu de manipulateur et quand la relation s'est terminée, quand j'ai réussi à en sortir, beh, là aussi j'ai eu envie de voilà, de stop, non, maintenant j'exprime. J'exprime mes besoins, j'exprime mes émotions, hem et si je peux contribuer aussi, hein, c'est vrai que dans mes accompagnements, bah, ça m'arrive pas mal d'avoir des personnes, qui ont été dans des relations toxiques, par exemple. Mmh. Et justement pour, aider certainement, il y a certainement des personnes qui nous écoutent, qui vivent ou qui ont vécu des relations toxiques. Toi, quels ont été tes outils justement de prise de conscience, de quitter cette relation, de t'écouter, de t'exprimer? Alors je vais dire qu'à l'époque, j'avais pas vraiment d'outils, j'étais au bout du trou, au fond du trou. J'ai eu des amis, qui ont été là pour m'aider, heureusement.
Je continuais à chanter, donc c'est vrai que ça me faisait du bien, ça me permettait de m'apaiser. Parce que le chant, même si on ne le fait pas en conscience, de toute façon, ça a une action en fait, sur le système nerveux, donc ça fait du bien. Mais c'est sûr que si on m'avait appris à me reconnecter à la colère, donc l'écouter, écouter ces signaux pour dire stop, pour me protéger, ben, je pense que je m'en serais sortie plus tôt. Mmh. Et donc avec la colère qui était débranchée, ben, il y avait, tout le conditionnement. Et par rapport à toi, ta vie, ce que tu as mis en place, d'après toi, c'est quoi ta force principale, ta zone de génie? Bah, d'arriver à capter, l'essence de la personne, son énergie, là où est sa juste place, sa juste énergie et de l'amener vers ce qui est juste et authentique pour elle. Mmh. Et quelle est la plus grande, leçon que tu aies apprise jusqu'à aujourd'hui? La plus grande, il y en a plusieurs, hein, des leçons. La plus grande, hem, bah, que la voix VOIX nous montre notre voix VOIE. Mmh. Tu peux nous en dire plus sur ça? Bah, comme je disais, comme la voix, elle, c'est l'expression profonde de notre être, donc si dans une, relation, enfin, je me rends pas compte que je suis pas bien dans une relation, mais je m'écoute parler avec la personne, ben je vais l'entendre, en fait, dans ma voix. En fait, c'est mon corps qui s'exprime et qui dit que ça va pas, en fait, que c'est pas juste. Que ce soit, en fait, relation, autant, enfin, dans le cadre personnel que dans le cadre professionnel aussi, hein. Si j'ai ma voix qui, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, qui part dans les aigus avec certaines personnes ou de graves, avec d'autres personnes, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas fluide. Mmh. Si, je m'écoute parler et je sens, voilà, j'ai du mal à parler, je suis enfin, j'entends, hein, je parle au ralenti, j'ai ma voix un peu comme ça, bah, ça, c'est la fatigue qui s'exprime, hein. Donc il y a des gens qui forcent ça aussi, qui sont pas à l'écoute de leur fatigue, de leur énergie. Mmh. Hem, Et justement, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive profondément dans ce que tu fais? Ce qui me motive, c'est, apporter ma contribution, aux personnes. Alors j'ai beaucoup de femmes, c'est vrai, j'aimerais bien qu'il y ait des hommes aussi qui viennent, ça viendra, mais de les, de leur donner l'impulsion pour, être à l'écoute d'elles-mêmes, en fait, de leurs besoins, de ce qu'elles ressentent et de l'exprimer. Mmh. Et toi, justement, tu te vois où dans, 5 à 10 ans? Personnellement et professionnellement? Alors personnellement, alors je sais pas, c'est vrai que j'aimerais bien voyager, même si je me sens super bien, hein, dans l'endroit où je suis et puis on est dans un département, on a tout, on a la montagne, on a la mer, on a super, un super climat. Bon, des fois, il fait trop chaud, et professionnellement, mais je me vois bien faire des conférences un petit peu partout, autant en présentiel bah, qu'en ligne, hein, déjà comme aujourd'hui, pour apporter, bah, ma contribution, voilà, semer des petites graines et pour que les gens, bah, osent exprimer qui ils sont, en fait, voilà. Osent, libérer leur voix. Mmh. Ce serait quoi ton plus grand rêve, projet que tu aimerais accomplir? Ah, j'aimerais bien faire je m'y vois faire des conférences à TEDx, tu vois? Être sur la OK. grande scène là, ça serait super, super chouette. Heu, mais est-ce que c'est mon plus grand rêve? Je sais pas. J'aimerais bien coacher des stars aussi parce que j'en entends, hein, des chanteurs, des chanteuses qui ont leur voix parlée qui est désaccordée. Donc ça me dirait bien, et bah, mon plus grand rêve en fait en général, c'est voilà, d'apporter ma contribution pour que les gens, s'expriment de façon authentique. Mmh. Ouais, Et toi, j'en tu ai bon continues, le chant? oui, oui, oui. Ouais, ouais, je Mmh. continue. Je continue, bah, d'ailleurs, là, j'ai un duo avec une autre chanteuse et j'adore chanter, dans plein de langues, et on a un spectacle sur les chants du monde. Le voyage de Sol et Luna, ça s'appelle, donc c'est avec le soleil et la lune, donc moi je suis le soleil, avec les chansons un petit peu qui bougent dans la journée, et puis, ma collègue Héloïse, c'est Luna, c'est la lune, donc avec les berceuses pour le soir, et après, bah, j'ai mes chansons aussi, j'ai mes compositions, mais voilà, c'est pour l'instant, c'est ponctuel, je fais beaucoup moins de concerts qu'avant, ouais. C'est plus Mmh. mon activité de développement personnel par la voix qui Mmh.
qui prend le plus de temps, quoi. Voilà, qui m'anime aussi, hein, beaucoup. Et je suis en train de me dire aussi tout à l'heure, tu m'as parlé, justement que tu avais des enfants, si j'ai bien compris. Oui. Comment est-ce que ta profession et ton intérêt pour la voix a impacté, tes relations avec tes enfants? Ben, il y a eu un virement, hein, parce que j'étais pas à l'écoute de mes émotions et tout. Je suis allée petit à petit aussi vers ça et puis leur montrer, bah, qu'ils ont le droit de ressentir de la tristesse, de la peur, de la colère, de l'exprimer. Voilà, surtout de pas garder ça pour eux. Mmh. Donc, ouais, c'est ça qui a pas mal changé, ouais, dans la relation avec, mes enfants. De leur dire que, voilà, ils ont le droit de ressentir tout ça, d'exprimer, et que ça fait partie d'eux, en fait. Mmh. C'est normal, leurs émotions, elles sont là, ce sont des boussoles. Mmh. Et comment ils ont vécu justement ton changement? Parce que derrière ça, il y a aussi le côté, bah, du coup, je m'exprimais pas et aujourd'hui, bah, je m'exprime, j'incarne une nouvelle manière d'être, plus proche de ce que j'ai envie d'être. Eux, comment ils ont vécu ça? Bah, ça s'est fait, en fait, vraiment progressivement, sur, je vais dire sur toute une décennie. Mmh. Hem, Moi, je vois, en fait, surtout ma grande, hein, pour elle, c'est mieux. Voilà. Elle me voit, elle sait que je parle de façon sincère, je suis plus là à cacher des choses parce que j'ai peur, comme c'était le cas, j'avais peur donc j'exprimais pas, je cachais des choses, je disais pas toujours la vérité, voilà. Maintenant, c'est plus ça. Mmh. Et justement, si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui hésite justement à écouter sa voix, ça serait quoi, le conseil que tu aimerais lui donner? Ben, votre voix, c'est votre vérité. Donc si vous voulez revenir à votre vérité intérieure, ce qui est juste pour vous, bah, écoutez votre voix. C'est quoi le plus grand frein pour toi qui as accompagné des personnes, justement, pour les gens à écouter leur voix? Ben, alors maintenant, c'est plus le cas, mais c'est vrai qu'au début de mon activité, quand j'ai basculé du coaching vocal, au développement personnel par la voix, pardon, c'était que les gens, en fait, ça les secouait tellement, en fait, dans leur profondeur, dans, leur authenticité, parce qu'il y avait plein de choses qui cachaient. Tu vois, des gens qui arrivaient, qui disaient: «Ouais, moi, j'ai envie de chanter, mais voilà, il y a des petits blocages, juste voir un petit truc», et que je les faisais enfin, toucher, les profondeurs de ce que leur voix avait raconté et des émotions qu'il y avait à libérer. Il y en avait, ça leur faisait peur. Donc, des fois, au début, c'était ça, en fait, même ils revenaient pas et puis, silence radio. Voilà. Et depuis que je me suis positionnée pour dire: «Ouais, moi, j'accompagne les gens qui sont prêts et j'accompagne des gens qui ont déjà travaillé sur eux». Mmh. Voilà. Mon accompagnement, il est pas fait, pour quelqu'un qui a des traumas et des blessures sur lesquelles il a pas travaillé. Ouais. Est-ce que tu aurais, des ressources, comme des livres, des méthodes et des pratiques qui t'ont vraiment impacté et que tu aimerais recommander? Alors qui m'ont impactée, bah, c'était le livre de Serge Wilfard, Le chant de l'être. Ça, c'était le point de départ. Alors, même si voilà, moi j'ai développé ma propre méthode, donc j'aurais pas de choses vraiment à conseiller parce que pour l'instant, j'ai pas de formation en ligne, j'ai pas écrit de livre. Heu, mais voilà, disons que ça peut voilà, mon point de départ, c'était ce livre-là et après, bah, travailler en fait vraiment en équipe, entre son mental, son corps, ses émotions, sa voix. Voilà. Pour moi, l'évolution personnelle, elle passe par ces différents aspects, en fait. Mmh. Voilà. Si tu pouvais revenir en arrière, heu, quelle chose tu ferais différemment? Bah, exprimer ce que je ressens, en fait, sans peur, poser mes limites, dire stop et pour pouvoir, sortir, rapidement de relations qui sont néfastes pour moi. Mmh. Tout Et en ça, je sachant oui, oui, sans le chemin, du coup, tu serais pas là, du coup, aussi. oui, c'est ça. Et en même temps, heu, voilà, je suis tellement ravie, en fait, je suis tellement heureuse, d'être la maman de mes 2 enfants que souvent j'ai dit, bah, si c'était à refaire, bah, je referais même, juste pour mes enfants. Mmh. Et ça fait le lien avec la question que je voulais te demander justement, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Bah, d'avoir, pu
être un élément de transformation pour des centaines de personnes. Mmh. Voilà, d'avoir apporté un déclic. Après, c'est ces personnes qui sont venues me voir, moi j'ai pas une baguette magique, hein, c'est elles qui font le boulot. Oui. C'est elles qui libèrent leur voix. Moi, je suis juste là pour accompagner, mais je suis fière de voir les évolutions après, voilà, des personnes que je revois et puis, qui dans leur relation avec les autres, voilà, qui posent leurs limites, qui expriment, leurs émotions sans problème, alors qu'avant c'était très compliqué, qui, comme je te disais, qui osent maintenant, faire des ateliers de chant ou des concerts ou des conférences, voilà, sans souci. Ça me rend fière, ouais. Je suis Mmh. très heureuse de ça. Ça serait quoi le message ou la réflexion que tu souhaiterais laisser aux personnes qui écoutent avant de conclure? Alors le message, bah, d'être à l'écoute de son corps déjà, de qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que la situation que je vis, elle est juste pour moi? Est-ce que les personnes qui m'entourent, sont justes pour moi? Est-ce que l'activité professionnelle que je mène, elle est juste pour moi? Ça m'anime, ça m'enthousiasme ou pas? Mmh. Et si les personnes qui viennent de nous écouter veulent te retrouver, où est-ce qu'on peut, te retrouver? Alors je suis déjà sur différents réseaux sociaux. Donc je suis sur, Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Donc sur Facebook, et Insta, c'est Cantalegria, donc Canta, donc c'est N-T-A. Enfin, c'est le mix de Canta et Alegria, donc ça veut dire chante la joie. Mmh. Donc C-A-N-T-A, 2 L, E-G-R-I-A. Mmh. Voilà, et puis mon site donc c'est cantalegria.com. OK. Je mettrai tout en description, pour que les personnes puissent cliquer dessus. En tout cas, bah, je te remercie beaucoup pour, tous les partages que tu as faits. Je pense que ça peut apporter énormément de valeur. Donc merci beaucoup pour ça. Mais merci à toi pour ce temps consacré et ces échanges aussi et puis ton sourire, voilà, ta belle énergie. Et ben, merci beaucoup et puis on se dit à très vite. Ouais, à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Partage de coach. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, pensez à laisser un petit mot, un like et surtout à le partager, parce qu'une histoire partagée peut transformer une trajectoire. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez la communauté Asilience, un espace vivant et gratuit où chaque semaine, nous partageons des événements, des ateliers et des temps forts pour développer les 4 piliers du coach de demain. La posture pour incarner certitude et légitimité. Du coaching transformationnel pour créer de vraies transformations. Un business aligné pour vendre avec authenticité et impact. Du leadership pour inspirer et fédérer durablement. Le lien est directement en description, juste en bas. Et rappelez-vous, dans Asilience, on ne grandit jamais seul. À très vite pour un nouvel épisode de Partage de coach.